Et on commence donc comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous donc sur les questions d'art proposées toutes les semaines dans Smart Patrimoine. Un rendez-vous donc que nous avons avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors on va passer en revue ensemble les actualités du monde de l'art cette semaine et on va commencer avec le Grand Palais. Le Grand Palais où il y a du rififi en ce moment. Exactement, c'est l'histoire qui a préoccupé le monde de l'art durant toute la semaine. Alors pour la comprendre, il faut remonter au 8 décembre 2021. Et ce jour-là, la réunion des musées nationaux, la RMN, qui gère le Grand Palais, publie un avis d'appel à proposition pour l'occupation du Grand Palais éphémère d'abord, puis du Grand Palais aux Champs-Élysées ensuite, à la fin des travaux. Et ce, sur les dates traditionnellement occupées par la FIAC et par Paris Photo, donc fin octobre, début novembre. Cet avis d'appel à proposition, en plus, demande un retour des dossiers pour seulement 3 semaines plus tard, le 31 décembre. Pourtant, l'histoire entre ces deux foires et le Grand Palais remonte à déjà plusieurs années. La FIAC est présente au Grand Palais depuis 2006 et Paris Photo depuis 2011. Toutes deux sont donc menacées d'expropriation de ce cadre qui fait le prestige de ces deux foires. Alors RX France, c'est l'entreprise qui organise ces deux foires, a rapidement réagi. Elle a envoyé une assignation en référé pour suspendre cet appel à proposition et aussi pour poursuivre ses relations contractuelles avec la RMN. Mais le tribunal administratif de Paris a refusé. Effectivement, les précédents contrats d'occupation du Grand Palais sont aujourd'hui terminés et il n'y a rien eu de signé pour les années à venir pour l'instant. RX, pour se défendre, parle seulement d'engagement écrit et donc l'entreprise va se pourvoir en cassation. C'est sûr que des foires qui s'y installent depuis 2006 ou 2011, ça surprend de voir que ça pourrait s'arrêter d'un coup d'un seul. Pourquoi la réunion des musées nationaux fait-elle cela ? Alors la relation entre la RMN et les deux foires est déjà un petit peu tendue depuis 2020 parce que la RMN a voulu facturer pour 1 million d'euros ces deux foires alors que les événements étaient annulés pour cause du Covid. D'accord. Et puis aussi, certains argumentent qu'il faut du renouveau, qu'il faut un peu dépoussiérer ces foires déjà si bien établies et qu'établir un climat de concurrence pourrait faire ressortir des événements plus actuels. Et alors, quelles pourraient être les conséquences ou quelles sont les conséquences d'un changement d'occupant civil ? Alors, cet appel d'offres, c'est la porte ouverte aux mastodontes des foires et le mot est sur toutes les lèvres. C'est Art Basel qui pourrait vouloir se décliner à Paris. Mais du coup, certaines galeries sont très remontées parce que la FIAC, c'est leur moment où elles peuvent s'exposer au monde. C'est un moment de rayonnement pour l'art français. Alors, quid de certaines jeunes galeries si l'organisateur de la plus grande manifestation d'art contemporain parisienne et suisse. Donc voilà, certains ont sollicité le ministère de la Culture, de l'Économie. Et le vainqueur de l'appel à projet, normalement, sera su dans quelques jours, dans la semaine prochaine. À voir s'il n'y a pas d'autres rebondissements. D'ici là, on part en Italie à présent avec vous, Sybille. Voilà, alors si vous voulez bénéficier d'une réduction de 20% sur un Caravage, c'est le moment de vous manifester parce que, en revanche, vous ne pouvez pas acheter le Caravage seulement, il faut aussi acheter la villa qui va avec parce que c'est une fresque qui est présente au sein de la villa romaine des princes Ludovici Boncompagni, appelée la Villa Aurora. C'est une œuvre particulièrement rare qui représente Jupiter, Pluton et Neptune qui encourent un globe terrestre et des signes du zodiaque. Et surtout, c'est la seule fresque au plafond jamais réalisée par le peintre italien. Elle a été mise en vente mardi dernier pour 471 millions d'euros et 350 uniquement destinés à la peinture du Caravage. C'est le tribunal de Rome qui est à l'initiative de cette vente pour résoudre un problème d'héritage au sein de la famille. Bon, donc une réduction de 20% sur 471 millions d'euros, ça fait quand même une certaine somme. Est-ce que l'offre a trouvé preneur ou pas encore ? Eh bien non, personne n'a participé à la vente. C'est ce qu'a indiqué le notaire responsable. Et la prochaine enchère est donc le 7 avril pour une estimation donc revue à la baisse de 376,8 millions d'euros. Et puis tout cela a aussi attisé la réaction des Italiens pour le caractère bien sûr exceptionnel. Ils souhaiteraient que l'État se porte acquéreur de cette œuvre pour que cela reste dans le patrimoine italien. Il y a même une pétition qui a été signée. Mais bien sûr, c'est
difficile sûrement pour l'État italien de débourser une telle somme alors qu'on est à la fin de 2 ans. Bien sûr, de pandémie dans une situation effectivement un peu complexe. On change radicalement de sujet. Maintenant, on va parler de réglementation sur l'ivoire. Il y a une nouvelle réglementation dont vous allez nous parler et on va se poser la question de savoir si elle a des conséquences sur le marché de l'art. Voilà, alors c'est une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette semaine. La Commission européenne a annoncé à la fin de l'année dernière l'interdiction de la vente de l'ivoire au sein du marché intérieur européen. Et cela permet bien sûr de réduire le commerce illégal d'ivoire et le massacre des éléphants. Et il n'y a pas d'exception sur le sujet, Sybille ? Alors, deux petites. Ah, quand même, ouais. La Commission européenne limite l'autorisation d'importation et de réexportation d'ivoire travaillé à 2 éléments. D'abord, les instruments de musique antérieurs à 1975 et les antiquités antérieures à 1947 qui sont caractérisées d'importance culturelle, artistique ou historique à des musées. Alors bien sûr, des associations trouvent que cette réglementation n'est pas assez forte, mais pour le monde de l'art, ils critiquent qu'un patrimoine risque d'être perdu, notamment parce qu'il y a une précision sur les instruments de musique qui inquiète. Ceux-ci doivent être récemment utilisés par un artiste-interprète et donc pas seulement être un objet décoratif. Donc du coup, certains pianos anciens risquent de ne jamais être restaurés et donc d'aller à la déchetterie. C'est ce que déplorent des professionnels du secteur interviewés par France Musique. Mais en même temps, cette précision de la Commission empêche des collectionneurs d'instruments de musique contenant le l'ivoire de faire des échanges seulement pour des ambitions spéculatives ou juste décoratives. Merci beaucoup, Sybille Aoudjan. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Ça, c'était pour les actualités de la semaine. Et nous recevons à présent ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Élodie Disson, spécialiste en gestion patrimoniale chez RSM. Bonjour, Élodie Disson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer ensemble un sujet qui n'a rien à voir pour le coup avec ce que nous avons traité jusqu'alors. On va parler des NFT. Alors, les NFT, on en parle souvent quand même dans ce rendez-vous. Des achats, effectivement, d'actifs numériques en lien avec le monde de l'art, mais pas seulement. Et on peut se poser la question de la fiscalité de ces NFT, parce que c'est vrai que quand on veut se lancer un petit peu avant les autres, acheter une œuvre d'art ou autre numérique, on se dit tiens, j'ai acheté un NFT, très bien, mais on ne se pose pas forcément la question de la fiscalité qui va y être associée derrière. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il existe une fiscalité spécifique aux NFT ? Alors c'est là où c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiscalité propre aux NFT. D'accord. Aujourd'hui, si on veut fiscaliser les NFT, on va se rapporter à l'actif numérique. D'accord. Donc, depuis la loi de finances 2019, l'actif numérique est imposé à la flat tax avec un article, l'article spécialisé 150 VH bis du CGI, et donc c'est 30%. Mais le NFT n'est pas vraiment un actif numérique classique puisqu'il est non fongible et donc unique. Et donc, on sait très bien que dans un NFT, on a un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on a effectivement l'objet, c'est un titre de propriété, mais on a l'objet, on a également le certificat d'authenticité. Un NFT, c'est un peu comme une capsule, en fait, où à l'intérieur, on a énormément de choses. Et aujourd'hui, la fiscalité ne nous dit pas comment on doit exactement fiscaliser ce NFT. Donc on a Monsieur Pierre Persson, le député. C'est ça. Voilà, le député Pierre Persson. Qui est venu dans cette émission d'ailleurs pour parler de ces différents projets de loi. Effectivement, a fait plusieurs propositions. Oui. Exactement, où il venait. Alors, il a proposé un amendement qui disait que le NFT ne serait pas fiscalisé à 30%, mais plus de par son sous-jacent. Donc un NFT peut être artistique, bien sûr, par exemple. Mais pas seulement. Plusieurs choses. Voilà, exactement. Si le NFT est artistique, pourquoi pas de la poser comme une œuvre d'art ? Sauf que cet amendement a été retiré en séance publique, et donc il n'a pas vu le jour. Mais on peut voir là une première définition, un premier cadre fiscal des NFT, et on espère que le NFT va se construire dans les prochaines lois de finances et par la jurisprudence ensuite. Parce que pour l'instant, c'est pas clair, en fait, juste la définition. Oui, c'est ça. NFT. Est-ce qu'il y a une définition du NFT juridique ? Non. En fait, c'est là tout le sujet, c'est que aujourd'hui, on sait que c'est un titre de propriété, et même au sein en France, on ne sait pas qualifier juridiquement correctement le NFT. On dit que c'est un actif numérique, mais on l'a vu, c'est pas vraiment un actif numérique, puisque
un actif numérique s'échange, ça a la même valeur. Aujourd'hui, deux NFT ne s'échangent pas. Oui, c'est le côté fongible ou non fongible. Exactement. Effectivement, quand on parle d'actifs numériques, qu'on parle de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, un Bitcoin ou un autre Bitcoin, c'est pareil. Finalement, on peut les échanger, ça a la même valeur, même si celle-ci évolue, ça a la même valeur. Quand on parle de NFT, ça n'est plus le cas. Non, c'est plus le cas en fait. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut dans un NFT et on peut même mettre une expérience, c'est-à-dire que à l'intérieur d'un objet d'art, on pourrait très bien voir une entrée dans un musée. Donc il y a énormément de choses et c'est vrai que ou même une place de concert. Et on va pas vendre quand on fait une plus-value sur une place de concert, on le voit mal taxé comme un gain financier classique à 30%. Donc c'est là où du coup il y a un vrai sujet et il faut que la France avance sur le sujet. Mais, voilà. Pour vous, il faudrait le taxer comme justement un actif sous-jacent ? Moi, à mon sens, oui. Je pense que c'est mieux et ça serait plus regarder ce qu'il y a à l'intérieur du NFT. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, même si les experts ne sont pas tous d'accord, à mon sens, il faut le taxer comme un actif classique lambda à 30%. Et on verra par la suite. Comme si c'était des Ethereum, en fait. Exactement, dans un portefeuille vraiment classique. Voilà. Parce que oui, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on considère le NFT comme quelque chose de dédié, alors qu'en fait, on pourrait le voir simplement comme un véhicule, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce que vous appelez le sous-jacent, effectivement, et se poser la question. Parce qu'aujourd'hui, on parle des NFT dans un rendez-vous art, mais il n'y en a pas que dans le monde de l'art. En fait, maintenant, ça se développe à pas mal d'autres activités. Est-ce que du coup, ça fait sens d'avoir une réalité commune pour toutes ces activités sous-jacentes ? Mais c'est bien ça, en fait, c'est bien ça le souci. C'est pourquoi taxer un NFT artistique de la même manière qu'un NFT où on aurait un événement, une expérience, une voiture de collection ou n'importe quoi, en fait. Les cartes rares dont on parlait. Voilà, dont on a déjà parlé dans cette émission, effectivement. Donc là, on est dans le monde du sport, oui. Est-ce qu'on peut avoir la même fiscalité quand on parle d'un sujet sportif ou d'un sujet artistique ? Voilà. Complètement. C'est là où on voit qu'il y a un manque de cohérence, mais ça doit se travailler. Et pour le monde de l'art spécifiquement, est-ce que pour vous, il faudrait taxer un NFT artistique exactement comme une œuvre d'art lambda ? En tout cas, pour moi, ça fait sens. Physique, oui. Effectivement. Physique, ouais. Parce qu'en plus, on l'a vu, les NFT artistiques peuvent être rattachés à un objet réel, enfin un objet digital, tout comme un objet réel. C'est-à-dire qu'on peut très bien attacher un NFT à une œuvre d'art que l'on a chez soi. Donc, à mon sens, effectivement, ça fait plus sens de l'attacher. Mais c'est vrai que c'est en fait le problème, ou en tout cas le sujet NFT, c'est qu'en fait on peut faire énormément de choses avec. On recevait dans l'émission il n'y a pas longtemps avec Sybille quelqu'un qui avait écrit son livre NFT et qui allait y associer des services par la suite. On ne sait même pas quels sont les services futurs qui seront proposés via le sujet faire actuel. Une définition actuelle aujourd'hui, ça permet, ça s'avancerait, on s'avancerait en tout cas sur des possibilités qui n'existent peut-être pas forcément. Non, c'est ça, exactement. Et je pense que c'est là où, du coup, la loi de finances 2022 n'a pas vraiment avancé sur ce sujet, parce que c'est encore trop vaste. On n'a pas été encore au bout du sujet du NFT, et c'est un sujet encore trop peu connu. Donc, faire une définition, c'est compliqué pour tous. Pourtant, il y a déjà eu des fraudes. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à certaines personnes pour éviter cela ? En fait, je pense que même si ça a un effet de mode aujourd'hui, le NFT, c'est sympa, j'achète un NFT, etc., je pense qu'on ne doit pas subir l'effet de mode. On ne doit pas dire « moi aussi, je vais faire comme tout le monde, je vais en acheter un ». Il faut être un peu geek, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on doit avoir une certaine appétence sur tout ce monde digital. Bien sûr. Il faut savoir ce que c'est la blockchain, il faut savoir ce que c'est le NFT, il faut avoir entendu parler du métaverse. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un sujet un marché très volatile. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, il y a quand même un NFT, le NFT de Beeple, qui est arrivé sur le podium des artistes vivants les plus vendus. Bien sûr. 69 millions d'euros. Exactement, à côté d'un David Hockney ou d'un Jeff Koons. Donc c'est énorme. Enfin, je pense qu'aucune maison de vente pouvait le prédire. Et ensuite, aussi, parce qu'il faut faire attention à la fiscalité. Aujourd'hui, il y a une fiscalité où, effectivement, on peut dire que c'est du 30%, mais on ne sait pas comment ça va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On n'a pas de boule de cristal. Et vous pensez que ce qui pourrait être décidé plus tard pourrait être rétroactif par rapport aux NFT qui ont été acquis aujourd'hui, par exemple ? On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Je ne sais pas. Donc, il faut faire attention. Il faut avoir vraiment en tête ces 3 éléments et avoir acheté des NFT en pleine conscience. Et alors, dernière question, et on finira là-dessus, ça c'est au niveau français. Est-ce qu'il existe d'autres réglementations ailleurs, au niveau européen par exemple, ou qui pourraient donner des indices sur ce qui pourrait arriver en France, ou là déjà... En fait, l'Europe aussi est en train de construire sa définition légale. L'AMF s'est emparée du sujet aussi. Donc tout le monde est un peu en fait
en recherche. Tâtonne. Voilà, c'est ça, exactement. J'aurais pas dit mieux. Tout le monde tâtonne sur le sujet. Merci beaucoup, Élodie Disson, spécialiste en gestion patrimoniale chez RSM. Merci d'être venue nous donner un état des lieux, finalement, des questionnements qu'il peut y avoir autour de la fiscalité des NFT, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de certitudes sur le sujet. Merci également, Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.